Voyons les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Merci de nous retrouver. Comme chaque mercredi, je suis là pour vous servir. En tout cas, jusqu'à 10h du matin, nous avons l'habitude de retrouver Hamid Belkacem dans la rubrique Environnement. Aujourd'hui, il nous parlera de la problématique de l'eau ici en Algérie avec un professeur en hydrologie. Il ira très loin dans l'histoire pour voir comment donc a commencé la distribution de l'eau à travers donc les ménages. Nous aurons également à parler histoire avec Hassan Arab. Il sera sur notre plateau. Nous reviendrons sur la journée nationale du Shahid. Ça sera donc demain, célébré partout sur les territoires nationaux. Ça nous permettra aussi de rendre hommage à tous les Shuhada et Mujahideen, bien sûr, qui ont donné un sacrifice, bien sûr, pour leur pays. Et nous aurons également à parler donc environnement avec aussi cette campagne journée de sensibilisation et d'éducation environnementale en collaboration avec l'office donc de Riyad al-Fath concernant bien sûr les forêts. Donc parler de la ceinture verte, c'est aussi très important. Nous aurons à cet effet un inspecteur de la direction générale des forêts. Et puis, bien entendu aussi, nous allons revenir sur les opérations donc, de l'emploi. C'est donc toute une enquête qui a été menée par l'emploi des leaders de l'emploi ici en Algérie, qui a mené une enquête concernant l'emploi en Algérie durant cette période, surtout de 2020, et bien entendu ses conséquences, les emplois les plus demandés, surtout, bien sûr, avec comme impact la Covid-19 qui a aussi lourdement impacté. Donc nous terminerons également avec la rubrique Mosaïque. Nassiba Djaidir nous fera un gros plan sur une belle exposition qui s'est déroulée cette semaine à la villa Abdeltif, Dar Abdeltif. Bien sûr, on y reviendra à travers, bien entendu, cette exposition. Et Nassiba Djaidir sera là avec son invité sur le plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. On commence tout de suite avec la météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Amel, comment ça va? Ça va, Amel. Le veste. Ma respiration. T'as failli s'étouffer. Alors, il va faire beau. Malheureusement, oui, il va faire très beau, au nord comme au sud. C'est vrai, ça fait plaisir à certains qui aiment sortir, mais non, pour un peu de soleil, mais c'est vrai que... Mais bon, le froid y est quand même. Hein. Oui, mais ça sert à rien s'il n'y a pas de la pluie. C'est comme si on a rien. C'est les agriculteurs qui vont être déçus. Déçus, oui, pour la pluie, oui. Ça, voilà, oui. On vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, on aura de la brume matinale, mais vers l'extrême ouest des côtes ouest, avec un ciel généralement dégagé tout au long de la journée sur l'ouest, le centre, également l'est du pays, avec toutefois formation de verglas sur les Aurès et les hauts plateaux de l'Est, donc soyez très prudents pour la chaussée glissante, la moitié sud excepté quelques voiles, mais en fin d'après-midi vers Tindouf et tout au long des frontières algéro-maliennes et le Gard, partout ailleurs, eh bien, le soleil sera bel et bien présent. Sur la Sahara, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central, le Sahara oriental et Janet. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 26 degrés du côté de Tlemcen, 20 degrés au Oran, également Tiaret, Constantine, 21 Alger, Tizi Ouzou, 18 à Annaba, également Batna, 19 à Djelfa, 17 à Al-Beyoud, au sud, 20 degrés du côté de Biskra, 19 Béchar, 18 à Gardaya, 23 à Tindouf, également Tamanrasset et Janet, 25 à Salah et enfin 27 degrés, le maximum toujours à Borj, Bédi Mokhtar et In Gazem. La mer aujourd'hui, eh bien, sera peu agitée sur pratiquement l'ensemble, peu agitée à calme durant la journée, avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, avec des vents qui seront variables. Et on va faire un petit tour cette fois-ci vers la partie sud de l'Afrique où le ciel restera passager harmonieux. À Addis Abeba, Nairobi, des pluies orageuses
Kinshasa, pardon, Lusaka, Antananarivo, également Abidjan. Le soleil brillera de tous ses feux à Abuja, Windhoek, le Cap. Le thermomètre indiquera 28 degrés à Addis Abeba et Nairobi, 27 à Antananarivo, 23 degrés à Lusaka, 31 à Abidjan, 38 le maximum à Abuja en passant par les 37 degrés vers Nairobi. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations, des nouvelles du ciel. On vous retrouve avec grand plaisir tout à l'heure, midi et 19h, bien sûr. En attendant, portez-vous bien, appréciez donc les chansons qu'on va proposer, surtout le programme qu'on va proposer dans Bonjour d'Algérie. Exactement, c'est très riche. Hein? Oui, c'est très riche. Alors, on va vous laisser repartir avec une belle chanson, Jafar Ait Mglet. Ah oui, j'aime bien. Ouais, on vous propose, bien sûr. On se retrouve juste après. On y va. حمل غمكان إذ يدني تسحو الفوق حمل غسان إذ يثوذر ذات الشنوق حمل غوضان إذ ييني لهانا ثرقوق مرت شراق حمل غثي رقاثي ذر الحواج المنطاق يرها غدو كان بريدي ذمذي الفراق حمل غدو كان شري بغي غنكذ مثل الحاق يرها غيم الطين اللوفن ما لا يحزن حمل غثي غري غاردي يسمى الزوزان حمل غثي كثير إذ يد يسوى ولي وزان حمل غمكان إذ يدني تسحو الفوق حمل غسان إذ يثوذر ذات شنوق حمل غوضان إذ ييني لهانا ثرقوق عقل يراناغ من نغلو كان فشل وتسيس الفاغ من نغلو كان تسلهنا السلاماغ سيالام كان لهنا تسيد سابزداغ شرح القانون إذ يلحق براني إذ يا مغبون ثبت غرس ورجين ثلي لا متصغرون نكون إذ يسنى نتوالي حمل غكان إذ يدني تسحو الفوق حمل غسان إذ يثوذر ذات شنوق حمل غوضان إذ ييني لهانا ثرقوق غثيمات تشبح مارة الدوكل حمل غثيمات ذرارات سموي وال حمل غثيمات يكسن عمكان الباطل حمل غثاقات ذي الفرح يبدا يكمل شرها في سمين جرن بريد ثواريث شرها اليمين ما يلي رزر يسويث شو اللي مغيني يكسنا مكاني ثلوي حمل غمكان يذي الدني تسحو
quand on voit ces beaux paysages, on voit aussi en arrière-plan l'eau. Ça nous donne envie donc justement d'y plonger et pourquoi pas d'en parler. Eh bien, ça va être en tout cas la thématique qu'a retenue pour nous ce matin Hamid Belkacem. Bonjour Hamid. Bonjour Amal, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien. Très bien. Ça coule de source? Ça coule de source. C'est en fait l'eau qui nous a mené aujourd'hui à ouvrir le débat autour donc de la problématique de l'eau et plus précisément des solutions. Des solutions parce que bon, on est en plein mois de février, il fait relativement beau, même s'il fait froid tôt le matin, tard le soir après le toucher du soleil, mais tout le monde aura remarqué que ça fait un bon bout de temps qu'il n'a pas plu. Oui. Il ne pleut pas et nous avons de l'eau. Et donc cette eau, elle vient d'où? Elle nous vient d'où? Il y a une partie non conventionnelle qui est dessalée, il y a une partie qui est souterraine. Ça veut dire que c'est une ressource non renouvelable qu'il va falloir utiliser avec parcimonie. C'est ça. Et donc, utiliser l'eau nous amène à parler de technique, de technologie, de projet, d'où la présence parmi nous du professeur Abdelkader Meberbech. Et pas des moindres, un professeur en hydraulique, c'est cela. Un hydraulicien qui a travaillé toute sa vie justement pour trouver des solutions de partage d'eau équitable, c'est cela? Oui, effectivement, bonjour. Bonjour et bienvenue parmi nous. Voilà, je vous remercie de m'avoir invité et puis que les gens sachent au moins est-ce qu'il y a des solutions. Eh ben, aujourd'hui, on va en parler. Alors l'eau a toujours, j'allais dire, existé, mais sous diverses formes. Hein. On va aller un petit peu loin. Dans l'histoire. Chez nous, nos aïeux ont eu l'intelligence de concevoir les Fougara et d'avoir un système d'alimentation en eau potable en milieu oasien, en milieu désertique, où il y a des écarts de température énormes. Ailleurs, de par le monde, il y a pratiquement toujours eu de l'eau, mais des fontaines dans les villages. En quelques minutes, peut-être, l'eau à travers l'histoire? À travers l'histoire. Moi, j'ai fait une rétrospective pour voir comment les gens ils ont vécu. Et de là, on va voir est-ce que nous avons cette chance de faire comme au moins. Alors, la rétrospective que j'ai fait, je suis allé un peu dans l'histoire et j'ai commencé par la Fougara parce qu'avant la Fougara, il n'y avait pas beaucoup de systèmes organisés. Il y avait des gens qui vivaient à côté des rivières, etc. Mais à travers la Fougara, elle a réussi à créer un microclimat. Ce microclimat a permis aux gens de vivre en commun. Voilà. Et ils ont commencé à créer une civilisation. Absolument. Les civilisations se créent autour de l'eau. Des points de vue. Absolument. C'est autour de l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que c'est la source qui permet aux gens de vivre. C'est la vie. Et surtout aux plantes qui leur permettent d'assurer une ration alimentaire. Parce que, et on oublie souvent que l'eau est un produit alimentaire de première nécessité. C'est l'élément de base. Voilà, c'est un produit alimentaire de première nécessité parce que l'eau potable, c'est un élément qui rentre dans la ration alimentaire. Donc, à travers les minéraux contenus dans l'eau. Enfin, la composition de l'eau elle-même. Donc, la Fougara, c'est un système qui a permis aux gens de s'entourer et de vivre ensemble. Ailleurs, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait des gens qui vivaient à côté des rivières. Parce que la Fougara, c'est le travail de l'homme. La rivière, c'est naturel. C'est le partage, donc c'est comment on fait pour partager, on revient justement au partage. Donc c'est ce partage qui a permis aux gens de vivre ensemble. Et la Fougara, je ne vais pas vous la prendre, il y a une photo de la Fougara, je ne sais pas si on peut la voir. Alors, il y a la Fougara. Ensuite, à côté de la Fougara, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le système romain. Donc j'ai mis en place, si on voit les photos, j'ai mis en place la Fougara. Et quelle différence y a-t-il entre le système romain et la Fougara? Il y a une similitude assez frappante dans le château d'eau romain et la Fougara. Il y a une similitude frappante. Donc ça veut dire que les Romains n'étaient pas beaucoup plus intelligents que les gens qui ont fait la Fougara. Absolument, qui ont fait la Fougara. Ensuite, les Romains, ils ont apporté quelque chose de plus. De plus, c'est-à-dire qu'ils ont apporté l'eau à la ville. La Fougara n'avait pas la ville. Les gens vivaient dans une zone rurale où chacun vivait à sa façon, comme vous le disiez tout à l'heure. Les Romains ont fait de la proximité. Voilà, les gens, ils ont apporté l'eau à la ville. Alors, l'eau à la ville, et à partir de là, on voit si on a changé de système ou bien c'est toujours le système romain qu'on utilise. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, nous utilisons encore le système romain. D'accord. Et ça, ce n'est que par l'image, c'est-à-dire qu'on prend des images et on discute. Et voilà pourquoi on a des problèmes en hauteur.
Dans les immeubles. L'eau dans les immeubles. ne monte pas facilement, bien sûr, il y a cette... Oui, parce que pourquoi les Romains, ils ont apporté la ville, ils sont partis à la montagne, Oui. et ils ont créé des systèmes de transport de l'eau. Les aqueducs, Par voie les gravitaire fameux aussi. aqueducs, voilà. Absolument. Ce n'est qu'un tuyau, hein. Ouais. Ce n'est qu'un tuyau, c'est ça le génie. Donc ils ont réussi à apporter cette eau à la ville. D'accord. Et dans la ville, ils ont fait un système de distribution qui était équitable à son époque. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait la fontaine publique, comme vous le disiez tout à l'heure. La fontaine publique, c'est tout le monde au même pied. Et il arrive, il remplit son bidon, il part chez lui. Il l'utilise comme il veut. Et bien sûr, les personnes prenaient l'eau nécessaire à leur quotidien. Absolument. Et pourquoi? Aujourd'hui, c'est un petit peu du gaspillage. Non, non. Le gaspillage, il est beaucoup plus dans notre tête. D'accord. Si vous ne me sécurisez pas, Oui. si vous ne me donnez pas la quantité dont j'ai besoin et au moment où j'ai besoin, d'après vous, qu'est-ce que je vais faire? Ben oui, on va stocker. Mais voilà. Et quand on stocke, on en a en plus. Et après, donc... Mais voilà, et ensuite on parle de gaspillage. Le gaspillage, c'est parce que la technologie, pourquoi je suis parti très loin? Eh bien tout simplement parce que l'environnement a changé. C'est pas le système romain qui est pas bon. C'est l'environnement. C'est l'environnement qui a changé. Et nous, on n'a pas changé avec. Aujourd'hui, c'est la façon de vivre aussi de chacun, les exigences aussi des ménages. Absolument. On a plus besoin. C'est-à-dire que l'eau ne doit pas être au pied du bâtiment, mais au niveau du robinet du consommateur. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on a conservé des bâtiments de 20-30 étages. Et souvent, ça, c'est... voilà. Et donc, ces bâtiments-là, il y a des gens qui habitent. Ça a un coût, hein, professeur Meberbech, le fait de faire arriver l'eau de la fontaine de, j'allais dire, de la cité, hein, on va prendre des exemples de cité à ADL, amélioration et développement du logement. Vous avez un immeuble de grande hauteur, un IGH qui fait 16 étages, il va falloir faire arriver l'eau. Ça nécessite de l'énergie pour faire arriver l'eau au 15e étage, professeur. Oui, si on part dans un système romain, il n'est pas adapté. Oui, du tout. Il n'est pas adapté. Le système romain peut vous apporter l'eau au niveau du pied du bâtiment, c'est-à-dire au niveau de la fontaine. D'accord. Et ensuite, il fallait imaginer autre chose. Et c'est ce qui manque. Et c'est mon travail de recherche. Voilà. Et vous avez trouvé une solution? Absolument, et j'ai trouvé une solution. Et cette solution, elle est non seulement acceptée en Algérie, bien entendu. Parce qu'on a le problème de l'eau. Acceptée en Algérie dans le sens de la recherche. Oui. Parce que dans l'application, c'est une autre histoire. Oui. D'ailleurs, on va parler. Ça prendra du temps. On va parler de formation dans un moment, d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc, dans l'aspect de la recherche, elle est acceptée. D'ailleurs, c'est le ministère de la ressource, le ministère de la formation professionnelle, avec la cellule de la Communauté européenne, ils ont pris cette technologie comme nouveau métier. Elle a été inscrite et aujourd'hui nous sommes en train de développer le programme de technicien supérieur. Oui. Alors c'est quoi ce nouveau métier? Des IPE, c'est cela? Pardon? C'est ce qu'on appelle des IPE. Les IPE, oui. Le système, nouveau système que vous avez mis en place et que vous avez donc proposé à la formation professionnelle, au ministère donc de l'eau. Et bien sûr, ça a été aussi très apprécié par des pays aussi voisins. Mais bien sûr, parce que c'est le même problème. Oui. En Europe, ils continuent à utiliser le système romain. Oui. Ils ont introduit quelques éléments d'amélioration, mais c'est des rajouts. Mais le système de base est resté sur... Voilà, il est resté le même. Oui. Il est resté le même, mais dans l'élément que j'ai rapporté, si on a la chance d'avoir les images, on va voir que le système romain, il est toujours le même. Il est le même, qu'est-ce qu'on a rajouté? Des surpresseurs. Prenez un exemple, surtout dans les villes du Sud, vous ne trouverez pas une maison sans un surpresseur. D'accord. Pourquoi le surpresseur? C'est un rajout. Il ne fait pas partie de l'installation. Exact. Dans le système romain, il n'y avait pas de surpresseur. Ni de citerne. Voilà, ni de citerne. Donc aujourd'hui, nous avons des surpresseurs. Ce surpresseur, c'est un rajout. Oui. Donc, il faut revoir le système dans sa globalité pour qu'il n'y ait pas de rajout. Alors, c'est-à-dire c'est un plus, vous rajoutez de l'énergie pour faire... Non, on ne rajoute pas de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Vous parlez de surpresseur. Voilà. Non, attendez, j'ai dit que le surpresseur est un rajout que tout le monde utilise. Ça, c'est le constat. Le constat a une situation. On prend une ville du Sud parce que c'est là où c'est apparent. Très bien. C'est là où c'est apparent. Eh bien, chacun avec une citerne.
On va prendre Ghardaya parce que voilà. l'architecture elle est typique. Voilà, un exemple, le Ghardaya, je l'ai prévu dans mon programme comme étant une wilaya prioritaire. J'ai pris 2 wilayas. J'ai pris Ouadsouf et Ghardaya. D'accord. Dans ce programme-là. Et le phénomène, c'est que chaque maison que vous trouvez, la plupart c'est des maisons individuelles, chaque maison que vous trouvez une citerne sur le toit. C'est vrai. Et un surpresseur en bas. Le surpresseur que nous avons, le minimum c'est 400 watts. C'est-à-dire le plus petit que vous trouvez sur le marché. Bon, alors on commence à voir les premières images. Le peigne, le fameux peigne de Fougara. Voilà, regardez la Fougara. Oui. Le partage équitable. Voilà, le génie de la Fougara, c'est ce qu'on voit là, Seguet, c'est-à-dire les éléments qui permettent de la sortie. Et vous voyez qu'il y a différents diamètres. Pour chaque jardin, pour chaque propriétaire. Ça veut dire en fonction de la surface. Ouais. Si vous êtes 10 personnes, on ne vous donne pas pour 2. Ouais. Si on reprend à l'eau potable. Donc là, s'il y a la surface de 10 hectares, c'est un peu plus grand que 5 hectares et ainsi de suite. Donc il y a le partage équitable. Une étude technico-économique très sommaire et efficace. Très efficace surtout. Et qui reste jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis il y a de la science dedans. Parce que ce système dont nous parlons aujourd'hui, l'IPE système, l'idée de base c'est la Fougara. Parce que dans le jargon hydraulicien, on parle de débit. Oui. Alors que le débit, c'est un composé de 2 éléments essentiels. La vitesse et la quantité. Mais dans le système hydraulique que nous utilisons, c'est un entier. On parle du débit, vous voulez des débits de quoi? Bon, c'est le débit. Dans la Fougara, on ne parle pas de débit, mais on parle de quantité. Pourquoi? Parce que la vitesse, elle est stable. C'est une pression atmosphérique. Donc nous parlons seulement de quantité. On augmente, on a plus d'eau, on réduit, on a moins d'eau. Bien sûr. Il n'y a pas d'apport d'énergie. Voilà. Il n'y a pas d'apport d'énergie. Voilà, exactement. Parce que l'énergie, elle est stable. C'est une, voilà. L'énergie, elle est stable. Voilà. Donc il faut reproduire la même chose pour les bâtiments. Alors la Fougara, si on va la revoir, on va l'inverser comme ça. Et vous allez voir que c'est un bâtiment. Alors, peut-être un mot sur la formation, c'est quoi? C'est un technicien supérieur? C'est un technicien supérieur. IPE, pour injection, production d'eau? Non, pas production. Nous parlons de système de distribution. Parce que le problème, il n'est pas dans la production. Il est plutôt dans la distribution. Il est dans la distribution, et ça, c'est un problème mondial. Il n'est pas spécifique à l'Algérie. Voilà, aujourd'hui, on parle de... Voilà. Donc le Fougara, imaginez un peu dans votre tête, imaginez de le renverser comme ça, et vous allez trouver un bâtiment. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons l'image. Il faut trouver la technologie qu'il faut pour le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le travail d'abord de Watt, parce que Watt, c'est lui le premier qui a pensé à réguler la pression dans les locomotives. D'où son nom. Voilà. Et j'ai repris le travail de Diesel. Parce que Diesel, c'est quelqu'un qui a développé, qui a réussi à séparer la quantité et la vitesse. D'accord. D'où la régulation électronique que nous constatons. Voilà. Donc, si vous voulez, les éléments de réussite sont là. Nous avons la Fougara qui a réussi, nous avons Diesel qui a réussi, et nous avons Watt qui a réussi. Donc, vous êtes aussi beaucoup appuyé sur la physique. Mais bien entendu, ça c'est l'hydraulique. L'hydraulique, c'est, vous savez, tout à fait. Si vous oubliez l'écoulement, eh ben, vous n'allez pas... C'est de la mécanique des fluides. Exactement, c'est clair, c'est pas la peine. Alors, la formation, si vous permettez, professeur Meverbesh, elle va démarrer quand? Les programmes sont plus ou moins agréés. On va avoir des promotions, des contingents, des bataillons de techniciens supérieurs IPE. Vous savez, l'objectif de ce travail, c'est la récupération de 1,5 milliard de mètres cubes par an. 1,5 milliard de mètres cubes par an qui partent en limite technologique. Limite technologique. Limite technologique. Les considérations que nous faisons aujourd'hui au niveau du ministère de la Ressource en eau, aussi bien en Algérie qu'ailleurs, ils vous disent que nous avons des pertes 40, 50, 30, 25, etc. Bon, chacun ce qu'il dit. Tout ça, c'est la limite technologique. Ce n'est pas les gens, ils ne le font pas exprès. Oui. Sûrement pas. Ils ne vont pas casser les tuyaux. Non, ça, c'est la limite technologique. C'est-à-dire que nous parlons d'un problème qui ne fait qu'augmenter de valeur. C'est-à-dire que les fuites ne réduisent pas. Pourtant, on met des bataillons à réparer. Pas seulement en Algérie. Dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Alors, on lutte contre ça. Ça veut dire quoi? Il y a une résistance quelque part. C'est vrai. Et pourquoi cette résistance?
Donc c'est la limite technologique, c'est-à-dire que le problème, il est dans la technologie elle-même. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez mis en place tout un programme, toute une étude que vous avez donc proposée au ministère. Et bien entendu, il va y avoir aussi donc de la formation qui va en découler. Donc ces formateurs, on aura bien sûr le problème résolu dans combien de temps? Dans combien de temps? Une bonne étude. Vous savez. Entre l'application et la mise en service. Voilà. C'est-à-dire que l'application, je l'ai déjà commencé. Si on continue avec l'élément que j'ai rapporté, les images qu'on a rapportées, on va voir les applications. Les applications ont commencé depuis 2009. Ça fait longtemps quand même. Oui, depuis 2009, parce qu'on ne peut pas parler d'un système comme ça. Sans l'avoir essayé. C'est un processus très long. Avec des évaluations en cours de route, et etc. Bon, et des concours. Bien sûr. Donc c'est pas aussi bon. Et là, le premier, si vous voulez, organisme qui a mis la main à la poche et qui a soutenu ce système avec force, eh bien, devinez quoi? Devinez d'après vous. Allez, je vous donne un qui est beaucoup plus à l'énergie, peut-être? Eh bien, c'est le ministère de la Défense. Ah. Avec une publication dans la revue de l'GICH, dans ce système. Et là, je me permets d'avoir là, si nous allons voir les images, vous allez voir la publication, elle est là. On aura l'occasion de faire un reportage avec vous pour voir un petit peu mieux et visualiser tout le projet et pouvoir et vous allez voir les économies que nous faisons, des économies incroyables. On fait plus de 60% d'économies d'énergie et plus de 40% d'économies d'eau. Et avec quoi? Avec le confort, s'il vous plaît. En plus. Avec le confort. Très bien. C'est un sujet récurrent. Hein. Oui. Je pense que tout au long de l'année, on va accompagner, parce que quand on nous dit, on s'occupe d'environnement, et quand on nous dit on fait une économie de 60% d'énergie et 40% d'eau, je pense dans le Bonjour d'Algérie, il va falloir augmenter de 60% le temps consacré à l'eau. Aux paroles, tout à fait. Bien sûr, et j'espère qu'on y reviendra bien entendu avec vous, avec un reportage et pouvoir encore mieux visualiser ce projet et qui, j'espère, verra jour très très bientôt. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin avec cette belle nouvelle et bonne nouvelle. Belle nouvelle et bonne nouvelle, surtout pour l'élément stratégique. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, nous devrions créer de la richesse. À partir de l'eau. Et la richesse, nous avons un grand pays. Nous avons, vaste pays, nous avons un grand pays et nous avons l'avantage d'avoir le soleil tous les jours. Pas dans le sens de produire de l'énergie comme on le pense. Il y a beaucoup qui pensent comme ça, de l'exporter à l'étranger. Ça, pour moi, c'est quand même un peu compliqué. Mais on va exporter autre chose, une richesse qui peut remplacer facilement les hydrocarbures. L'agriculture? Absolument. Pas de l'agriculture dans le sens de la tomate et de la pomme de terre, c'est bien de faire ça pour se nourrir. Mais quelque chose qui est coté en bourse. Parce que moi, je suis convaincu de quelque chose. On terminera avec ça, allez-y. Absolument, on termine avec ça. Donc moi, je suis convaincu de quelque chose, c'est que le marché a des raisons que l'homme n'en a pas. Il doit suivre le marché, il doit développer les produits qui sont demandés par le marché. Tout à fait. Et nous avons cette possibilité que beaucoup de pays n'ont pas, mais c'est quelque chose de nouveau pour l'Algérie, à travers cette immensité désertique, et produire quelque chose qui peut remplacer facilement les énergies fossiles. Voilà. 60% d'augmentation du temps d'antenne consacré à l'eau pour 2021. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous beaucoup, à vous, professeur Abdelkader Meberbech. On aura l'occasion de vous recevoir encore une fois pour continuer ce débat très riche et très intéressant. Vous êtes professeur en hydraulique. Merci Hamid. Merci à vous. À la semaine prochaine. Voilà. Comme vous le dites, on en a besoin. Hein. On en a besoin. Ça coule de source. Voilà. Merci. On continue. La semaine dernière, avec vous, sur ce même plateau, on recevait un spécialiste en nucléaire. Il était venu nous parler donc des essais nucléaires qui ont eu lieu sur notre sol par le colonisateur, tout à fait, des crimes contre l'humanité. On va y revenir à travers notre chercheur en histoire, M. Hassan Arab, aussi parler de la journée du Shahid dans un moment. Et bien entendu, on revient sur ces images à travers ce reportage signé Majid Benqassi, les essais nucléaires sur le sol algérien. Regardez. Ce n'est ni Hiroshima ni Nagasaki, mais c'est bel et bien en Algérie que cela s'est passé. Ces crimes perpétrés contre les Algériens un certain 13 février 1960 du côté de Regan et plus précisément à Hamoudia dans la wilaya d'Adrar sont l'œuvre de la France coloniale. C'était l'horreur
sans nul doute, un crime contre l'humanité venait d'être commis. Des explosions plusieurs fois plus puissantes qu'à Hiroshima. On parle de 4 fois plus puissantes que celles du Japon. C'était là les premiers essais nucléaires français sur le sol algérien. Une opération tristement célèbre qui porte pour la mémoire et l'histoire le nom de Gerboise bleue et pour laquelle 150 Algériens ont été sacrifiés. Ils avaient été utilisés comme cobayes humains. Des sacrifices algériens qui s'ajoutent à toutes les exactions, les crimes commis par la France coloniale et ses armées durant plus de 130 ans. Une France coloniale dont la stratégie était l'extermination du peuple algérien par tous les moyens. Napalm, terre brûlée, enfumade, corvée des bois, torture et sévices de tous genres sont utilisés au quotidien pour un seul et unique objectif, anéantir le peuple algérien et le priver de sa liberté. Regan et plus tard Tamanrasset, c'est aussi des dizaines d'Algériens qui subissent et gardent jusqu'à aujourd'hui les séquelles dramatiques de Gerboise bleue et que la France ne veut point reconnaître, un crime contre l'humanité et l'environnement. Une question qui a pourtant été soulevée début des années 90 par les historiens et les politiques et à la faveur de témoignages vivants d'anciens appelés et militaires français qui ont assisté à ces essais ou qui en sont devenus victimes. La France du 21e siècle veut tenir encore secret la vérité, toute la vérité sur leur atrocité et sur les effets dangereux et dévastateurs de leurs essais nucléaires. Plateau, on a pu voir donc ces images, des images terribles pour voir encore une fois ce qu'a vécu le peuple algérien durant la colonisation française. Et bien, bien sûr, nous allons y revenir à travers ces crimes contre l'humanité avec Hassan Arab, notre spécialiste donc, de l'histoire. Bonjour Hassan. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Oui, ça va. Alors, vous me disiez en voyant ces images que vous aviez consacré toute une émission, d'ailleurs qu'on aura l'occasion de voir sur Canal Algérie, concernant tous les crimes qui ont été perpétrés sur le peuple algérien. Tous les crimes commis entre 1830 et 1962. Et là, c'est l'ultime crime commis contre le peuple algérien par la France coloniale. Toujours pas reconnu, toujours pas impuni non plus. Toujours pas reconnu, mais l'exigence aujourd'hui, c'est d'avoir les cartes de l'enfouissement des déchets nucléaires. La décontamination. La décontamination. C'est important. Donc c'est la première exigence. Et puis on va également, il faut exiger également réparation au sens large du terme. C'est pas simplement la prise en charge des victimes et des personnes qui continuent à être infectées par ces essais. Par ces essais. Ces irradiations, les irradiations. Il s'agit d'un crime contre l'Algérie tout entière, parce que il y avait la population, mais aussi l'écosystème. C'est le territoire algérien qui a été agressé au sens propre du terme par la France coloniale. Tout à fait. Vous parlez d'environnement, il y a aussi les Babors qui ont été aussi touchés par le napalm. Donc, le napalm, c'est un autre crime. Voilà. Le napalm, c'est des forêts qui ont été ravagées aussi. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas reconnu l'usage du napalm pendant la guerre de libération nationale. Et pourtant, les preuves sont là. Ce n'est que récemment que les historiens ont pu faire témoigner deux aviateurs, deux pilotes qui ont largué des bombes du napalm sur les maquis algériens. Sans dire c'était quoi? Oui, sans dire c'était quoi, parce qu'on parlait des bidons spéciaux. Voilà. C'est-à-dire, à l'époque, le commandement militaire français avait interdit aux militaires de prononcer le mot napalm. On parlait des bidons spéciaux. Donc, c'était BS. Ce n'est même pas bidons spéciaux, mais c'était des BS. On largue des BS. Encore une fois, on voit justement toute cette... L'ampleur du massacre. L'ampleur du massacre également. Alors, on va revenir sur cette date donc, du 18 février, aujourd'hui donc décrétée partout, sur tout le territoire national, la journée du Shahid, rendre hommage à ces glorieux martyrs qui ont sacrifié leur vie, leur famille, pour la liberté donc, de leur pays, l'Algérie.
L'Algérie, oui, symboliquement, cette journée coïncide, on n'a pas fait le lien direct, mais avec la création de l'organisation spéciale de l'OS le 18 février 1947. Donc, c'est par rapport à la création. Pourquoi l'OS? L'OS, cette organisation spéciale, c'était le fer de lance du déclenchement de la guerre de libération nationale. C'est-à-dire, c'était une organisation ultra-clandestine où les gens prêtaient serment. C'était une manière pour eux de s'engager totalement. Soit la mort, soit la victoire. C'est ça. C'est-à-dire le sens du sacrifice était inscrit, si vous voulez, dans le serment que devait prêter chaque membre de cette organisation. Et pour la plupart, ils étaient spéciale. tous jeunes et déterminés. Déterminés. Et puis, d'ailleurs, tous les militants qui seront exécutés, il y a eu beaucoup de militants qui seront exécutés, ils avaient cette attitude digne et ils savent pourquoi ils se sont sacrifiés. Voilà, qui avait beaucoup impressionné les grands généraux, justement, français, qui étaient vraiment impressionnés par ce courage et cette ténacité. Même face à l'adversité de la torture, surtout. Face à la machine infernale, c'est-à-dire c'était la guillotine, face à la terreur. Et ils étaient dignes, il y avait plus de 300 morts exécutés à la guillotine pendant 5 années. 5 années seulement, c'est-à-dire à partir de 1956 jusqu'à 1961, et il y avait 300 shahids exécutés à la guillotine, pour vous dire l'ampleur du sacrifice du peuple algérien pour son indépendance. Exactement. Et même donc des Européens qui aussi étaient pour la cause algérienne, qui ont aussi péri de la même façon, qui ont été torturés de la même façon. C'était, d'ailleurs on parle d'Yvetot, l'exemple le plus éloquent. C'est éloquent, c'était Fernand Yvetot qui a été exécuté pour l'exemple. Pour l'exemple, c'est-à-dire les Algériens d'origine européenne qui se sont engagés pour la libération de l'Algérie avaient un traitement. On leur a réservé un traitement un petit peu particulier. C'était un exemple à donner. Un exemple à donner. Il fallait les assassiner et c'était donc le cas de Fernand Yvetot qui avait déclaré devant ses bourreaux, je vais mourir, mais l'Algérie vivra. Donc, c'est pourquoi j'ai évoqué tout à l'heure le sens du et sans ces porteurs de valises également qui ont aidé la révolution algérienne, même au-delà donc du territoire algérien. Il y avait beaucoup d'Européens qui se sont mobilisés avec pour la cause algérienne et qui étaient pourchassés. Et certains ont été, ils étaient pourchassés par les services de renseignement français, le SDEC, à travers une organisation sinistre. C'était un écran de fumée, c'était la main rouge. Bien sûr, ils avaient compris qu'aujourd'hui, le colonisateur n'était pas venu pour émanciper le peuple algérien, ni pour donc apporter un plus au peuple algérien. Au contraire, il y avait donc une manque d'éducation flagrante. Il y avait un manque d'éducation. Les peuples étaient affamés, le peuple était affamé. Le corps expéditionnaire français, quand il arrive en Algérie, profite des richesses. De Gaulle avait prononcé il a résumé l'état d'esprit des soldats de la France coloniale. On pensait que l'Algérie était un territoire où il y avait une poussière de tribus. Je sais que je reprends le mot, c'est-à-dire c'était des tribus éparses. Un terra nullius, c'est-à-dire un terrain vide, vierge. Voilà. C'est-à-dire qui est là, qui attendait les Français pour l'occuper. C'est pourquoi, justement, on parlait de civilisation. Mais la civilisation, on sait maintenant que la colonisation n'est que ruine, crime et destruction. C'était ça. Il y avait un projet colonial à partir de 1830. Sans oublier que nous étions le grenier de l'Europe à l'époque. Et c'est resté avant, bien sûr. Bien avant. Donc qu'il fallait
un peuple qu'il fallait exterminer et le remplacer par une colonie de peuplement. C'est ça l'objectif. Bon, l'objectif n'avait pas été atteint parce qu'il y avait en contrepartie justement une résistance, une lutte politique et puis une guerre de libération. Et une révolution qui a été portée par le peuple. Par tout le peuple algérien. Voilà. Et puis bien entendu, on revient sur cette journée très très forte et symbolique pour tous les Algériens, très forte aussi pour la jeune génération qui aujourd'hui doit connaître son histoire parce que sans son histoire, un peuple ne peut pas avancer. Donc cette jeune génération qui doit apprendre au niveau donc, des écoles. On parle aujourd'hui de devoir de mémoire et montrer à chaque fois justement le sacrifice du peuple algérien, le sacrifice de toute une génération pour que l'Algérie soit libre aujourd'hui, soit libre et indépendante. Voilà. Et beaucoup sont partis à la fleur de l'âge, à l'heure où aujourd'hui les jeunes profitent de leur jeunesse, de leurs 20 ans. Il y a d'autres qui ont bien sûr pris les armes, pris des engagements pour lutter avec beaucoup de bravoure. Le sacrifice n'était pas simplement... C'est-à-dire c'est des gens qui ont donné leur vie, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont tout abandonné pour se consacrer uniquement à la lutte de libération nationale. Tout à fait, ils avaient des vies, il y avait des vies, il y avait ceux qui ont abandonné leurs études, leur carrière, il y avait des médecins, il y avait des avocats, il y avait, etc., qui ont tout abandonné pour s'engager dans cette lutte libératrice. Tout à fait. On va donner l'exemple d'un shahid moudjahid aussi, Nessira Nordin, qui est donc connu sous le nom de Nessira Nounou. Tout le monde connaît cette rue, tout le monde connaît ce nom, mais ne connaissent pas l'énorme sacrifice de ce shahid. Bien entendu, eh bien, notre journaliste Lamia s'est penché sur le parcours et surtout le parcours héroïque donc, de ce shahid. Regardez, on se retrouve juste après. Comme un signe du destin, Nessira Nordin est né un 5 juillet 1931, plus connu sous le nom de Nounou. Très tôt, il s'est engagé dans les scouts musulmans algériens et fut membre de la section Tariq Ibn Ziyad du groupe Emir Khaled de Belcourt. Pour les Belouizdadi, l'histoire du martyr est connue. Nessira, Allah yarhamou, قسم مجاهد شهيد الله يرحمه برحمة الله يرحم الشهداء. هو نور الدين نيسيرة ونون دو كار تاعو سي نونو. وحنا الناس بزاف غلطوا يقولوا ناصيرة نونو، الناس عم بالهم مراه، هو ماشي مراه هو راجل. نيسيرة نونو نور الدين ولد بيلكور وربي يرحمه على كل حال. استشهد قتلته فرنسا في لا العربي تبسي. 1956, il rejoint avec de jeunes lycéens le maquis de la Wilaya 4. Début 1957, il est envoyé dans son quartier pour encadrer la grève des 8 jours. Il sera arrêté et subira les pires tortures à la sinistre villa Susini. Dans le quartier qui porte son nom, nous avons rencontré Chérif Bouhalissa, un ancien moudjahid emprisonné au camp d'internement de Bni Messous, où il rencontra la mère du défunt martyr, Baya Sahnoun, qui n'est autre que la sœur du martyr Atmen Sahnoun. ويماه كانت ديتوني معنا في الحبس، كانت ديتوني في بني مسوس. زين نوري لك، جابوها الى طرابيه وخدمت مع وليدها. Dans la nuit du 17 février 1957, lors de son transfert de la villa Susini vers un autre lieu de torture, certainement la villa de la Grotte, il s'évadera de la Jeep qui le transportait. Les paras le criblèrent de balles. Il tombera devant le café Boukhalfa dans l'ex-rue Marais, actuelle l'Arbit Bessi, à quelques encablures de son domicile. Il avait juste 26 ans. Dans sa quête d'indépendance, l'Algérie
a perdu la fine fleur de sa jeunesse et Bellecour a payé un lourd tribut. Ils sont le symbole éternel du patriotisme qui orne avec fierté notre histoire. Allah yarham shuhada. Et bien sûr, à travers notre émission aujourd'hui, on rend hommage aussi à toutes ces familles qui ont subi de telles pertes donc, en vie humaine, sacrifiées très jeunes, qui ont laissé des mamans en pleurs, qui ont laissé bien sûr des familles. Il y a des familles durement touchées. Qui comptent plusieurs shahids. C'est le cas par exemple à Alger de la famille Badawi. Qui a donc donné 3 martyrs à la révolution algérienne, Nouar, Abdelkader et Mohamed Badawi. Donc le premier a été assassiné, donc a été d'embauchant d'honneur au maquis de la wilaya 4 historique. L'autre a été tué et assassiné sous la torture à Alger, justement, pendant, après les rafles de la grève des 8 jours. Et puis le dernier, il a été, tenez-vous bien, assassiné à la veille de l'indépendance, le 2 mai 1962. C'était terrible pour la maman. Hein. La maman qui n'avait pas cessé de pleurer, qui avait perdu sa vue. Un drame pour une famille qui a donc tout donné. La bonne femme, elle a donné ses 3 enfants pour que l'Algérie soit libre et indépendante aujourd'hui. À travers donc, ces images, on a pu voir le portrait, donc, bien sûr, de nos c'est très touchant. À travers lui, il y a beaucoup d'autres Algériens qui se sont retrouvés. Et bien sûr, toute la reconnaissance aussi du peuple algérien envers donc, ces familles et rendre hommage, comme un quartier, le quartier de Bellecour, qui a vu naître bien sûr Nessira Nordine, qui lui aussi a beaucoup donné pour la révolution algérienne, qui est mort aussi très jeune, à la fleur de l'âge. Donc c'est le cas également des Badawi, parce que, pourquoi j'ai dit des Badawi qui habitaient la cité Mahidine, donc pas loin de Bellecour. D'ailleurs, l'un des deux était un champion d'athlétisme et l'autre un champion de cyclisme en Algérie. Donc voilà, des gens qui avaient une vie, qui se sont donc engagés corps et âme au service de la révolution algérienne. Exactement. Alors c'est très important aujourd'hui retracer, donc c'est des parcours, parce que pour la plupart ce sont donc des figures historiques, des figures donc de martyrs qui ont marqué bien sûr notre histoire, l'histoire donc de la révolution algérienne, bien entendu, dans différentes wilayas, et bien entendu c'est bien de retracer leur parcours et leur vie. Ils avaient une vie, ils avaient une famille. Dire que c'est le peuple algérien, algérien qui a dans ces différentes couches qui avaient participé à la révolution algérienne. Il y avait donc des paysans, mais il y avait des commerçants, il y avait des médecins, il y avait des avocats, des jeunes, des enfants, des femmes aussi. Tout le monde avait pris à bras le corps le combat libérateur. Voilà. Et grâce à vous, aujourd'hui, on a pu aussi retracer l'histoire donc, de cette journée qui a été décrétée en 89, vous me disiez? Oui, là, c'est après l'indépendance qu'on a décrété, mais c'est pour coïncider un petit peu avec cette date, création de l'organisation. L'organisation, faut-il encore le rappeler, l'organisation spéciale. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de toujours relever les dates historiques, relever avec nous donc, ces dates aussi tristement célèbres, bien sûr, qui ont marqué la guerre de révolution algérienne, la révolution algérienne. Merci beaucoup Hassan Arabe. C'est moi, merci. À très bientôt, on retrouvera donc vos émissions. À partir de ce jeudi. Très bien. Le rendez-vous est pris. Quant à nous, on se retrouve dans un moment, juste après cela.
De retour sur notre plateau, nous allons parler tout de suite d'environnement, bien sûr, et d'éducation à l'environnement, bien entendu, avec nos experts donc, de la Direction Générale des Forêts. Avec nous, M. Abdelrahman Chichaoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, vous êtes expert des forêts à la direction. Le plaisir est pour moi. Et vous êtes donc des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger. Vous êtes accompagné aussi par Lamia Chihoub, bonjour. Bonjour, ça nous fait toujours plaisir d'être parmi vous, d'être vos invités. Merci. On a toujours l'habitude donc de vous recevoir. On parle très souvent d'environnement et surtout de sylviculture, c'est très important. Oui. Alors vous êtes inspectrice en chef à la Direction Générale des Forêts. Oui. Vous êtes là pour nous parler, bien entendu, tous les deux donc de cette journée de sensibilisation à l'éducation environnementale. C'est ça, c'est important. Ça va se dérouler. Bien sûr, au niveau donc, de Riyad al-Fath, l'office de Riyad al-Fath. Ah, d'accord. Parlez-nous un petit peu de cette importance donc, de communiquer autour donc, de la sensibilisation à l'environnement. Ce n'est pas une journée chez nous. Oui, c'est tout au long de l'année. C'est toute l'année. En plus, avec le programme qu'on a maintenant, le MySpace is Green. Oui. Donc c'est régulier. Régulier, tous les 15 jours. On le fait les samedis pour les associations pour qu'ils puissent assister parce que tout le monde travaille les jours de semaine. Donc là, on travaille les 5 jours plus le samedi. Voilà, en plus. C'est vrai. On a suivi de nombreuses opérations de reboisement, de plantation et surtout d'éducation, surtout de la jeunesse. D'éducation environnementale. Voilà, c'est pour un peu, on cible surtout sur les petits, c'est pour donner un départ pour une éco-citoyenneté. C'est très important, bien sûr. Quand on peut inculquer cette idée aux enfants, donc elle peut grandir avec eux, et dans l'avenir, on aura des éco-citoyens. Tout à fait. Respecter la nature, ne pas la détruire, ne pas l'endommager, et pourquoi pas être aussi un citoyen qui va être éduqué dans le domaine, un éco-citoyen. Voilà. Comme a dit M. Chichaoui, en parlant de ce programme de sensibilisation qui s'intitule ou qui s'appelle MySpace is Green. Aujourd'hui, on est dans notre 5e édition. Ce programme, parmi les tâches que fait la direction des forêts, qui est la protection et l'extension du patrimoine forestier, elle a élaboré ce programme de sensibilisation, alhamdoulilah, qui a connu une très belle réussite. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes dans la 5e édition et la direction, je m'excuse, on va faire la 3e journée de sensibilisation qui va se faire au niveau de la forêt bois des Arcades en collaboration avec l'office de Riyad al-Fath. Alors avec la pandémie, ça a été très difficile de continuer de faire cette sensibilisation parce que ça draine du monde. Exactement. Généralement, ce programme de sensibilisation, il se fait le long de la période de plantation qui débute du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Mais exceptionnellement, cette année, nous avons commencé notre programme ce mois de janvier par rapport à la pandémie de la Covid-19. Malheureusement, on a un petit peu limité les participants, mais ils sont toujours fidèles, les institutions techniques et les associations qui actifs dans le domaine de l'environnement. Bien sûr, vous donnez l'exemple pour ce qui est donc de la distanciation sociale, pour ce qui est bien sûr des mesures barrières que vous mettez en place toujours en avant. Généralement, quand on fait ces journées de sensibilisation, on fait toujours une sensibilisation par rapport à ça, par rapport aux dissociations des dispositifs de dissociation sociale. Voilà, et on a vu beaucoup d'enfants aussi être heureux de prendre part à ces rencontres et surtout ces plantations. Ils sont tout fiers, on les voit là, par exemple. La plantation, elle se fait pas uniquement dans ce programme, elle se fait tout au long de la période de plantation, mais aussi elle se fait généralement dans ce programme de sensibilisation. D'ailleurs, on va faire une plantation d'environ 200 plants le samedi prochain qui va coïncider avec la journée nationale. C'est vrai que la journée nationale
Shahid, c'est le 18 février, mais dans le cadre du programme de sensibilisation, on va la fêter le samedi 20 février. Voilà, exceptionnellement, bien sûr, oui. Pour faire coïncider avec le week-end. Exactement, vous ayez du monde. C'est un programme qui se fait, comme a dit M. Chikhaoui, un samedi sur deux. Généralement, on fait ces journées de sensibilisation et il y aura plein d'activités réalisées en collaboration avec les associations qui rentrent dans le thème de la journée. Très bien. Et quelles sont les essences que vous avez donc privilégiées pour les zones urbaines? Oui, généralement on choisit des espèces forestières ou ornementales à chaque fois, c'est-à-dire on fait des essais. Non, pas des essais. Notre équipe technique, elle connaît bien l'endroit et elle choisit les espèces par rapport aux endroits. Voilà, et puis vous avez déjà un exemple, puisque le bois des Arcades, c'est déjà un bois connu. On connaît les espèces qui y sont, qui ont bien été acclimatées. Donc, je pense que vous allez reproduire la même chose pratiquement. Ou du moins, oui. On ramène des espèces qui existent déjà là-bas. Qui existent déjà. C'est pour un peu... Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'extension. Oui. Donc, une petite forêt, donc on plante. On plante ce qui existe déjà. D'accord. Comme le bois des Arcades, c'est des pins d'Alep et des pins pignons. Donc on va développer ça. C'est une strate. Voilà. Arborée. Il y a une autre strate qui vient sous les arbres. Il y a le sous-bois. Les sous-bois. Les sous-bois. Donc au lieu de laisser les sous-bois sauvages grimper, donc on ramène des sous-bois, comme les plantes de haies. Oui. Les lentisques, par exemple. Les lentisques, ils y sont aussi. Ils y sont. Le lentisque, c'est une espèce accompagnatrice du pain. Très bien. Là où il y a du pain, il y a du lentisque. Oui. Il y a du lentisque, il y a du chêne vert. Donc, on essaie de pas modérer, mais de l'amener du nouveau. Et bien sûr, apporter un équilibre à bien sûr ces strates qu'on connaît au niveau d'une forêt, c'est très important. Voir si vous avez des espèces qui sont qui périssent aussi, il faut aussi les renouveler, régénérer. Donc il y a des bois qu'il faut enlever carrément parce qu'ils peuvent contaminer d'autres espèces. Et voilà. Je m'excuse. Ils ont un temps de vie. Voilà. Donc si on les entretient, ils vivent plus. Bien sûr. Il y a des ravageurs, bien sûr. D'ailleurs, le problème qui existe dans le bois, c'est les visiteurs. Bien sûr. Qui viennent. Les scolites et toutes leurs techniques. Ils laissent leurs déchets là-bas, ils partent. Oui. Donc, par la même occasion, je lance un appel à ces gens qui viennent, surtout si vous venez à Bouchaoui, par exemple. C'est la forêt qui est la plus visitée. Donc le week-end, il n'y a pas où stationner, il n'y a même pas où marcher. C'est vrai. Pour trouver un stationnement, c'est déjà quelque chose. Donc on lance un appel d'ici, de Canal Algérie. C'est une opportunité. Bien sûr. Il y a des gens qui suivent. Bon, même si la tranche horaire n'est pas choisie, mais il y a la rediffusion, bien sûr. La rediffusion, ils vont la voir. D'accord. Donc, revenons sur notre sensibilité. C'est un programme qui date de longtemps, sauf qu'il a été développé. Oui. Il mérite depuis longtemps. Depuis le temps qu'on vous reçoit, à chaque fois, vous avez des opérations comme ça de sensibilisation. C'est vrai qu'avec cette opération My Space is Green, ça a été aussi un peu plus donner un nouveau souffle à cette opération. C'est un My Space is Green qui était avant c'était Algerian Green Days. Oui. Avant, elle n'avait pas de nom, mais elle existait. Voilà. Donc, on faisait beaucoup plus des clubs verts dans des écoles. C'est là où on a choisi notre cible, c'était les écoles, les enfants. Voilà. La première cible à toucher, c'était les enfants. Donc, on a créé pas mal de clubs verts dans des écoles, surtout à Alger. Avec la commune d'Alger Centre, on a un peu plus avancé la chose. On n'est pas resté tout seul. Donc, on a fait c'était la Coville. Donc, monsieur Covid. Oui, la Coville. La Coville. Le Coville. C'est le comité de la ville. Très bien. Le comité de la ville, il réunissait plusieurs secteurs. Et on ciblait toujours, c'était dans des écoles. Très bien.
dans des écoles, l'environnement, le ramassage des déchets, la transformation, il y avait le médecin, il y avait le dentiste, il y avait même les boueurs, ils étaient avec nous. Bien sûr, l'utilité de mieux comprendre ce qu'est l'environnement, ce qu'est une forêt, et bien sûr l'importance du bois aussi. Tout marche ensemble. Tout marche on ne peut pas désassocier les secteurs. Si on travaille seul, donc d'ailleurs avec les associations, ils regroupent plusieurs spécialistes. Bien sûr. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent en corrélation avec vous. Il y a des clubs verts, vous l'avez cité, et bien sûr beaucoup d'institutions qui travaillent avec vous quotidiennement pour essayer d'améliorer. Dans la prochaine station, il va y avoir une opération de plugging. Plugging, c'est un sport qui se fait, c'est une petite course, tout en nettoyant les ordures qui se trouvent à l'intérieur de la forêt. Tout à fait, on en a parlé, on a vu le reportage. Alors, il va y avoir cette opération de plugging qui va être encadrée ou assurée par l'AND et l'Extranet. Parfait. En tout cas, bravo à vous. Merci. On vous souhaite bonne chance pour cette opération. Donc, rendez-vous pris ce samedi au niveau du Bois des Arcades à partir de 9h du matin. Oui. Parfait. Vous soyez les bienvenus. Merci beaucoup à vous d'être toujours disponible pour venir communiquer autour de notre environnement. Bonne chance à vous. Ça fait c'est la plus grande partie de notre mission. Voilà. Et bien, en tout cas, bonne chance au ministère, plutôt à la Direction générale des forêts. Et vous êtes donc les soldats aujourd'hui de l'environnement. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. Eh bien oui, il faut éviter le gaspillage et tout penser, bien sûr, repenser à l'utilisation des fameux mouchoirs. On avait tous nos mouchoirs quand nous étions petits dans nos poches. Aujourd'hui, beaucoup utilisent les mouchoirs jetables. C'est vrai que c'est aussi une façon de trouver un mouchoir assez rapidement, mais revenant à cette écologie avec les mouchoirs traditionnels en tissu. C'est un reportage signé Sophia Chouban. Pas totalement disparu du marché local des accessoires et de l'habillement, le mouchoir en tissu est souvent demandé par des consommateurs avertis car ils apprécient toujours les vertus de sa durabilité. Le mouchoir en tissu sont pratiquement introuvables, ce qui est désolant. Donc je lance un appel aux fabricants de mouchoirs en tissu de produire ce genre de tissu. On évoque là d'ailleurs à travers plusieurs sons de cloche un produit pratique qu'on ne trouve presque plus dans les boutiques. محل تاع بكري احنا مولفين بها من بكري وانا ما نديرش تاع كارت ما نديرهاش هاي انا ندير هذه المشوار نمسح بها هكذا نمسح بها ديريكت فوالا جديده كلش وريها لنا حلها فيها كلش ها مليحه. يعني واش تقول في هاد الكلينات هذا؟ انا خير من البابي هذو نتاع دروك، خير هاد من الحوايج هذو نتاع دروك، حوايج تاع بكري هما الملاح. النظرة تاعي مع بونجور مع العولمة ومع الوقت هذا العادات والتقاليد تاع الانسان تغيرت، الملامح تاع الانسان ولا الايديولوجيا تاع الانسان تغيرت، الانسان ولا في عصر السرعة كل حاجة ولات جوطابل، الانسان ولا ما يديش في يدو الامورات هذو. Quant à la pochette mouchoir au masculin, elle accroche et fait un bel assortiment avec sa cravate. الأذواق تختلف من شخص لآخر دونك هذه لابوشات وي الذوق تاع الانسان، الناس اذواق وكل شخص كيفاش الذوق تاعو، وانا خيطها عجبتني والذوق تاعها شباب سي دي تراديسيون. Mais nostalgie nous tient lorsque le mouchoir blanc de qualité ou le mouchoir satiné, brodé ou rehaussé de petites fleurs, de toutes couleurs, revient. Il réjouit les yeux. Le mouchoir en tissu, il a disparu. Maintenant, c'est le papier. Ils ont augmenté le papier en Algérie, il y a trop d'emballage. Moi, j'ai des beaux mouchoirs brodés avec de la petite dentelle tachbik, Allah Allah. C'était la belle époque, on avait tout ça. وسيداتي هو انا بالنسبه ليا هاد لي موشوار تاع بكري تاع زمان خير واحسن بكثير يعني للناس،
باسكو هادو لي بابي مشواق ما تعرفي كيفاش مخدومين كيفاش الجوسي ديالهم تاع بكري خير ميم كي ديريها كما نقولوا المرض ما كانش دوكا لي ماتيات هذوك يمرض. Si le mouchoir tissu est économe et doux au toucher, le mouchoir en papier, par contre, n'est pas très prisé par ceux qui défendent l'environnement. Je souhaite que le mouchoir en tissu revienne le plus tôt possible dans les vitrines parce que c'est le temps de changer nos attitudes envers la nature, envers l'environnement et d'utiliser plus des matériaux durables au lieu des matériaux jetables comme le mouchoir en papier. Par cette prise de température dans les magasins du centre-ville, sur le mouchoir textile coton, on trouve dans cette maison spéciale fabrication cravate pochette, une large gamme de produits très raffinés pour les dentiers. On est fabricant de cravates, c'est Maison de la Cravate, et ses accessoires. Hein. La pochette, c'est un accessoire de la cravate, donc la pochette assortie avec le tissu de la cravate au mouchoir. On fait ça, on en fait encore. Ah oui, par la force des choses, dans les temps qui courent, on fait la pochette, la cravate et le masque assorti. Donc je demande aux gens du métier de bien vouloir produire des mouchoirs en tissu qui sont beaucoup plus, qui sont plus propres et qui sont plus hygiéniques. Mais pour une réelle relance du mouchoir en tissu en Algérie, les consommateurs veulent voir réapparaître un produit facile à laver qui a marqué longtemps beaucoup de générations. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Chaque mercredi matin, c'est Nassiba Djaidir à travers sa rubrique Mosaïque. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Ravie de vous retrouver tous les mercredis. Très heureuse aussi de faire partie donc de cette journée avec vous et de à chaque fois faire découvrir nos artistes et le talent de nos artistes. Alors cette fois-ci, cap sur Dar Abdeltaïf qui reçoit un artiste qui vit et travaille à Paris. Et pendant son confinement, il a été, disons qu'il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé durant son confinement et il est venu partager sa passion pour la peinture avec nous. Il s'agit de Hakim Tounsi. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik, bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Marhaba bik. Merci d'être des nôtres ce matin. Hakim Tounsi, vous exposez depuis quelques jours à la villa Dar Abdeltaïf, dans ce lieu d'art et d'histoire. Une villa par laquelle sont passés de nombreux artistes peintres, que ce soit avant l'indépendance de l'Algérie, durant la période coloniale et juste après l'indépendance, dont de grands artistes de renom sont passés par cette villa. Donc c'est un réel plaisir, j'imagine, que d'exposer dans cette Dar Abdeltaïf. C'est un honneur pour moi, justement. Et quand j'ai reçu l'invitation de Ait al-Hara, Myriam, c'est une amie qui travaille justement à la villa. J'étais ravi parce que le sujet, les deux thèmes de mon exposition, et comme par hasard, ça concorde bien avec les lieux de l'exposition. Les deux thèmes, c'est l'architecture mauresque et l'art. Donc ça ne pouvait pas mieux tomber. Exactement. Voilà, exactement. Le vernissage a eu lieu samedi dernier. Donc j'imagine des retrouvailles, vous qui vivez depuis quand même assez longtemps en France, une vingtaine d'années peut-être. 27 ans exactement. 27 ans exactement. Donc vous avez fondé une famille, vous vivez là-bas. C'est sûr, ouais. Et j'imagine il y a eu des retrouvailles, beaucoup d'émotions. Avec les anciens beaux-artistes, bien sûr. Beaucoup d'anciennes connaissances que j'ai rencontrées justement à cette occasion. D'accord.
Et là, c'est votre première exposition personnelle? C'est la première, exactement. En Algérie. En Algérie, c'est la première, oui. J'ai déjà exposé à Paris. D'accord. Vous êtes passé par l'école supérieure, l'école nationale des beaux-arts d'Alger. C'était pas après la restructuration, c'est devenu école supérieure. Il y avait déjà l'école. J'étais admis pour le supérieur, mais j'ai fait à peine 2 mois après, je suis reparti. Quelle spécialité vous avez fait? En communication visuelle. Visuelle. Mais vous avez fait un tronc commun, j'imagine, pendant 3 ans. Vous avez touché un petit peu à tout. 3 ans de tronc commun et après la spécialité pendant 1 année. Une année. Ouais. Et chemin faisant, donc j'imagine il y a eu le parcours classique dès votre tendre enfance. Oui, bien sûr, comme tous les artistes. Dessiner. Oui, les dessins depuis l'enfance. Le jeune âge. Oui, exactement. Ouais. Absolument. Vous avez fréquenté le lycée de Zeralda, puisque vous êtes originaire de Maalma. Maalma. Le village de Maalma. Enfin, c'était un village, maintenant c'est une grande ville. Grande ville, tout à fait. Voilà, beaucoup de béton. Hein, c'était un village entouré de... Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, je vous en prie. C'était un village entouré de... Un village colonial, bien sûr. Oui. Hein, entouré de verdure, de vignobles surtout, et de petites parcelles de bois. D'accord. Aujourd'hui, c'est devenu une grande ville. Maintenant, c'est entouré de béton. Exact. L'extension d'Alger a fait de la ville. On a pratiquement beaucoup de villes aujourd'hui. Hein. Voilà, la population est devenue plus nombreuse, donc beaucoup plus d'exigences, j'imagine. Une densité de circulation de population aussi. C'est pourquoi vous vous êtes levé tôt pour assister à notre émission. Je suis sorti à 6 heures pour arriver à... Oui, vous êtes arrivé assez tôt, voilà. Pour vous avez grandi en pleine nature. En pleine nature, oui. On avait une enfance vraiment heureuse. Très bien. Hein? Eh bien. La nature, la tranquillité aussi. Eh bien, on va peut-être voir cela à travers vos tableaux, puisque Nessiba a été sur place, bien sûr, elle a filmé cette belle exposition. Absolument, une exposition qui a pour titre La Rive orientale. Donc, l'architecture et l'arbre sont très présents dans cette exposition. On va découvrir. Ensuite, voilà, on découvre l'exposition et puis ensuite on reviendra à vous. Très bien. À Dar Abd el-Latif, l'ambiance est aux couleurs. Des couleurs savamment travaillées dans les œuvres de Hakim Tounsi. La Rive orientale, c'est l'intitulé de son exposition. Une exposition organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. Dans cette belle aventure artistique, ce plasticien nous offre en partage sa passion pour la peinture. Une peinture avec en toile de fond toute une gestuelle en action. Il faut savoir que toutes ces peintures, il les a faites pendant le confinement. Donc il a travaillé sans cesse, sans arrêt. Et il nous a pondu cette belle exposition qui est très colorée. D'ailleurs, ça nous interpelle parce que pendant le confinement, généralement, on n'était tous pas bien, quoi. On étouffait et tout. Et lui, dans son petit monde, il s'est enfermé dans sa bulle pour dire que la nature reprend ses droits, toujours. C'est vraiment un message d'espoir, un message très très positif et je ne pouvais pas ne pas l'exposer. Dans ce champ de créativité, l'arbre est représenté dans sa majestuosité. L'arbre de tous les temps, avec toute sa symbolique. Associé naturellement à la vie, ses racines plongent dans la terre nourricière. Présent dans toutes les cultures du monde, légendes et croyances l'entourent. Tounsi y trouve son inspiration et en fait l'un de ses thèmes de prédilection. Dans ses acryliques sur toile ou sur papier, l'artiste laisse parler son imaginaire. L'arbre, un sujet éternel qui continue à inspirer les peintres. J'aime l'arbre, hein, avant tout. C'est un élément très important dans l'environnement. Et moi, je suis toujours fasciné par l'arbre dans ses diversités de troncs, de branches. L'architecture, j'ai utilisé le caractère arabesque avec des courbes. C'est pas exactement réaliste, mais ça donne une impression et une composition de caractère islamique avec toutes ces courbes et voûtes. Dans cette exposition,
un autre thème qui lui tenait à cœur. À Paris, où il vit avec sa petite famille, il a peint l'architecture. Dans sa dynamique artistique et son approche plastique, il avance, recherche et explore. Cet ancien étudiant de l'École nationale des beaux-arts d'Alger puise motifs et symboles dans le patrimoine culturel algérien. Avec ses outils et ses matériaux de travail, il aménage son espace plastique. Sa technique est toute simple, hein. C'est de l'acrylique et sur toile, ou de la gouache sur papier, ou de la peinture à l'huile sur toile. C'est une technique classique, et c'est vrai que c'est tellement beau, c'est tellement chatoyant qu'on a l'impression qu'il a mis quelque magie dedans. Voilà. Mais en fait, la magie, c'est son imagination qu'il a bien su nous transmettre. C'est sa première exposition personnelle en Algérie. Hakim Tounsi y a mis tout son cœur et son énergie. Dans ce lieu d'art et d'histoire, de la passion et des émotions à partager. Voilà, un beau voyage à travers donc, la peinture de notre invité ce matin, qui donc une exposition qui aura lieu, qui est toujours en place. Oui, qui est visible pendant 3 semaines. C'est une exposition qui ne peut qu'interpeller le visiteur. Donc l'artiste a libéré toutes ses forces créatives dans cette exposition. Il a donné libre cours à son imagination créative, j'imagine. Alors durant le confinement, vous avez eu à Paris à travailler sur l'architecture islamique. L'arbre est très présent dans votre exposition, Hakim Tounsi. Oui, exactement. De toute façon, une grande partie de l'exposition des œuvres, c'est faite en France. Non, ouais. Elles sont toutes faites en France, mais la grande partie, c'est pendant le confinement, justement. J'avais le temps qui m'a permis de produire plus. Absolument, parce qu'en parallèle, vous travaillez, vous avez des petits boulots, vous êtes installé depuis 25 ans, il faut bien vivre, vivre sa famille. Et donc, ça vous a laissé quand même un peu de temps pour travailler. Pour travailler les jours de repos. Les jours de repos. Et par la suite, le confinement m'a permis de produire encore plus. D'accord. Alors, si on revient sur votre parcours artistique, vous avez eu... Ça, c'est votre première exposition. Celle-ci, c'est votre première expo personnelle. Individuelle, mais vous avez exposé au Centre culturel algérien à Paris. À Paris, oui, en 2016. Ça vous a permis aussi de retrouver des artistes comme Rachid Nessi, par exemple. Rachid Nessi, il n'était pas présent. Ah, d'accord. Parce qu'il habite dans le sud de la France. Il n'a pas eu l'occasion de visiter votre exposition, mais vous êtes quand même assez proche. Oui, j'ai eu quelques connaissances là-bas, oui. D'accord. Bon, c'était pas très intéressante comme exposition pour moi personnellement. D'accord. Mais par contre, celle-ci en Algérie, ça m'a permis de retrouver encore les anciens. Les anciens. Voilà, c'est ça. Les anciens des Beaux-Arts. Des Beaux-Arts, oui. Comme Maïs Lahara, par exemple. C'est elle qui m'a honoré par cette invitation. Et là, est-ce que vous avez des projets, d'autres projets d'exposition en Algérie, puisque vous êtes là pour quelques temps, vous êtes venu en janvier. Oui. Vous êtes venu en janvier, vous êtes là encore pendant quelques temps. Oui. Est-ce que vous comptez exposer dans d'autres lieux? J'espère trouver d'autres portes pour exposer, bien sûr. Je voulais juste parler de l'endroit de l'exposition, le lieu d'exposition d'Allah Abdeltif. Comme par hasard, je ne sais pas si je l'ai déjà évoqué, l'endroit m'a permis vraiment... C'est un endroit magnifique. Magnifique, exactement, et qui correspond exactement aux 2 thèmes que j'ai exposés. Voilà, l'architecture qui est très présente. Là, c'est une de vos œuvres d'art. Et puis l'arbre dans toute sa symbolique aussi, hein, parce que il y a l'olivier, le figuier, chaque arbre a sa petite symbolique. Bien sûr. Et ça tombe très bien avec juste après les invités qu'on a pu recevoir concernant l'éducation et l'environnement. L'environnement, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Merci. En tout cas, bonne chance pour cette exposition. Je suppose que vous allez encore recevoir du public au niveau donc de Dar Abdeltif. Vous serez présent encore pendant 2 semaines au moins. Jusqu'au 26. Jusqu'au 26. Parfait.
En tout cas, bonne chance et merci d'avoir été notre invité. Nasiba Yatek Saha. Donc, merci à vous, c'est toujours un plaisir. C'est gentil. Rendez-vous pris pour les arts la semaine prochaine. Il y a une exposition qui se prépare au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. On y reviendra avec plus de détails la semaine prochaine. Très bien. Je suppose que c'est avec les pays de l'Est. Non, c'est une belle exposition. Voilà, c'est un collectif d'artistes. Il y a des artistes confirmés, des jeunes talents, des étudiants des beaux-arts. On y reviendra, bien sûr. Il y a des noms connus dans cette exposition. Très bien. Rendez-vous pris. On n'oublie pas, mercredi prochain, rendez-vous avec la rubrique Mosaïque de Nasiba. Quant à nous, tout de suite, je vous invite à suivre ce reportage signé Walid Yousfi. Rappelez-vous, nous en avions parlé. C'est une nouvelle apparition d'une start-up. C'est pour justement faire la promotion de la culture, donc de nouvelles choses aussi à vous faire découvrir. Ça s'appelle Thaqafa Up Challenge. On se retrouve juste après. Thaqafa Up, un challenge qui met en avant les compétences des start-upers et porteurs de projets dans le domaine de la culture. Un rendez-vous qui promet de rassembler les acteurs du numérique et de la culture autour d'un seul et même objectif, promouvoir la numérisation de l'industrie culturelle. Le ministère de la Culture, en partenariat avec le ministre délégué des startups, organise depuis le 7 février un challenge qui vise au renforcement du tissu d'entrepreneuriat culturel en encourageant des startups à participer à la promotion de la culture et devenir partie prenante des industries culturelles et créatives. La durée du challenge est de 3 semaines et l'inscription se fait en ligne sur la plateforme Challenge Service Culture des Aides. Nous appelons à travers ce challenge les jeunes porteurs d'idées et de projets à développer des outils numériques pour la promotion et la valorisation de la culture algérienne et l'identification des acteurs culturels et l'interaction avec les publics. Le concours Thaqafa Up, qui est le premier challenge ou concours dans son genre, qui vise à promouvoir les startups qui sont actives dans le secteur de la culture. Le premier objectif, c'est vraiment de concrétiser ce partenariat qu'on a avec le ministère de la Culture, parce qu'aujourd'hui, on considère que les startups peuvent vraiment venir avec des idées novatrices, des idées nouvelles pour redynamiser l'industrie culturelle en Algérie. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que ces startups-là, ces porteurs de projets innovants, puissent être reconnus pour leur travail, puissent également bénéficier d'aide et puissent gagner en visibilité. À peine une semaine après l'ouverture des inscriptions, ce concours connaît beaucoup de succès et compte déjà pas moins de 120 participants répartis à travers les 4 coins du pays. Tout le monde peut s'inscrire, alors soit des étudiants, soit des porteurs déjà confirmés qui sont organisés en Earl, en Sarl, ou bien juste des gens qui ont des idées en tête, qui voudraient proposer ces projets-là pour le ministère. Les thématiques tournent autour de la culture. Nous avons la littérature, le patrimoine culturel, matériel et immatériel, la musique. Nous avons les arts visuels et le théâtre et le cinéma et l'audiovisuel. La sélection se fera par un jury qui sera composé de personnes du domaine et du monde artistique et aussi des personnes qui seront du domaine business et entrepreneuriat. Après l'achèvement de la phase d'inscription qui s'étend du 7 au 28 février, la grande finale se déroulera le 13 mars prochain à Alger. Les lauréats pourront bénéficier d'un travail d'accompagnement à travers des incubateurs thématiques pour leur permettre de concrétiser leurs projets et participer par la même occasion à la numérisation du secteur de la culture. Voilà, et comme promis, nous aurons bien sûr quelques lauréats sur notre plateau pour parler, bien sûr, de continuer à parler de ces startups. Voilà, et nous allons nous intéresser cette fois-ci au marché de l'emploi et surtout l'impact de la Covid-19 sur le marché de l'emploi. C'est donc toute une recherche et donc des statistiques qui ont été donc décortiquées par Emploitique. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Je rappelle donc Lila Aytamlet, vous êtes parmi nous. Vous êtes donc directrice des opérations au niveau donc de cette plateforme, qui est une plateforme qu'on connaît, qu'on n'a plus à présenter, qui était leader aussi sur le marché de l'emploi en Algérie. En fait, au-delà d'une plateforme, c'est une entreprise qui emploie plus d'une centaine de personnes qui travaillent justement pour permettre
aux chercheurs d'emploi et aux entreprises de se rencontrer via une plateforme, mais aussi d'autres prestations. Exactement. Et qui vous étiez depuis très longtemps avec nous, avec les débuts du Bonjour d'Algérie. Donc, on vous connaît bien depuis sur le marché. Alors, c'est vrai que vous avez fait justement une enquête pratiquement, et donc des comparatifs avec les statistiques que vous avez pu établir entre l'année 2019, l'année 2020, et vous avez compris beaucoup de choses. Justement. Oui, bon, on a compris, et ça c'était quelque chose qui était prévisible, que la Covid-19 a eu un impact sur le marché de l'emploi. Nous voulions justement comparer 2019 à 2020 par rapport au type de postes d'emploi proposés, d'entreprises qui ont continué à recruter malgré tout. Hein. On parle d'une décroissance de 30% en termes de nombre d'offres d'emploi, mais il ne faut pas oublier les 70%. C'est-à-dire que les entreprises ont continué à recruter, le marché de l'emploi a certes connu une période très difficile pendant les 3 premiers mois de la pandémie, mais aujourd'hui les entreprises s'adaptent à la réalité, s'adaptent au marché. D'autres types d'emplois sont proposés. Donc ça a vraiment transformé le marché de l'emploi, ça a fait transformer l'entreprise, ça a transformé le mode de travail. On parle aujourd'hui de présentiel, distanciel, télétravail. Donc c'est vraiment un nouveau mode de travail qui a connu... et qui est demandé aussi sur le marché. Alors il y a une forte régression. C'est vrai que le monde économique a vraiment régressé. Tout est passé au ralenti. Donc beaucoup d'entreprises ont très vite réagi. Il fallait faire du télétravail malgré tout. Et donc aussi les demandeurs d'emploi étaient à la recherche de profils qui étaient capables de travailler de par leur outil de travail qui était l'ordinateur de chez soi, bien sûr, et établir donc des travaux qu'on pouvait remettre facilement. Justement, en fait, cette rétrospective nous a permis aussi de voir que au-delà de la transformation que connaît l'entreprise, c'est une transformation aussi des mentalités et de ce que recherche le candidat, ce que recherche la personne dans son quotidien. Aujourd'hui, les compétences les plus recherchées dans les candidats, c'est l'agilité. Oui. On l'a vu, il fallait être agile cette année, il fallait être résilient, il fallait s'adapter à la situation, et que c'était en plus une situation qui changeait de jour en jour, on va pas dire de semaine en semaine. Mais aussi, les attentes des employés, au-delà d'un poste de travail, c'est un poste qui correspond à leurs attentes, à leurs valeurs. C'est ça. Et le plus gros du travail, c'est que justement, qu'il y ait cette connexion de valeurs, c'est-à-dire que le chercheur d'emploi trouve une entreprise dans laquelle il retrouve ses valeurs et que l'entreprise trouve des talents qui partagent ces mêmes valeurs. Donc sur les statistiques que nous avons ressorties de l'activité qui s'est faite sur notre plateforme, il y a eu certes une régression de 30% sur le nombre d'offres d'emploi, mais nous avons constaté que certaines entreprises ont continué à travailler. Vous avez les 3 secteurs. Secteur de la santé notamment. Secteur de la santé, de la télécommunication. Oui. On devait rester connecté, travailler à distance. Et le secteur agroalimentaire, pour une certaine partie, on est revenu au basique, pour ainsi dire. Le secteur des services a certes connu une très forte décroissance au départ, mais avec la réouverture progressive, il y a une relance qui s'est ressentie. Le secteur qui ne s'arrête pas, c'est le secteur industrie, en fin de compte. C'est d'ailleurs une statistique qui est ressortie de notre rétrospective, c'est que le secteur industrie a continué à recruter. Pandémie ou pas, les machines devaient marcher, les usines devaient marcher, avec bien sûr une nouvelle façon de travailler, avec beaucoup de contraintes. Le rendement qui était peut-être amoindri, peut-être. Au départ, mais les entreprises devaient s'adapter, trouver des solutions, et ça a eu certes un impact sur leur organisation, mais les entreprises se sont adaptées. Donc vous voyez que certes, il y a un impact, mais l'activité a
C'est réorganisé. Voilà, c'est réorganisé, c'est stabilisé par la suite. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez l'année 2021 ? On espère meilleur que 2020. Les indicateurs sont au vert aujourd'hui. Il y a la réouverture de certaines activités, la relance de certaines activités. Quelque chose que je voulais aussi, sur laquelle je voulais insister, quand on rencontre des candidats ou des chercheurs d'emploi, surtout les fraîchement diplômés, on nous dit mais non, il n'y a pas de travail, c'est le ma'rifa. On nous demande de l'expérience. Alors que sur notre analyse rétrospective, on a constaté que plus de la moitié des offres d'emploi proposées en 2020, c'était pour une catégorie de jeunes diplômés, fraîchement diplômés, ou ayant une petite première expérience. Et quand je parle de première expérience, le stage est une première expérience. Les emplois d'été sont des premières expériences. Donc, il y a du travail, il faudrait aussi trouver le moyen de se mettre en contact avec les entreprises et notre plateforme Emploitique est au service de ces chercheurs d'emploi. Tout à fait. C'est ce que vous faites régulièrement à travers vos plateformes, puisque même le salon de l'emploi aussi, vous allez continuer aussi à le pérenniser à travers bien sûr les rendez-vous que vous aviez organisés régulièrement. En effet, 2020 ce n'était pas possible de le faire, mais on attend juste le signal pour faire de cette rencontre virtuelle qui se fait à travers Emploitique virtuellement, ou que ça soit à travers toutes les actions sociétales qu'on a continué à faire à travers notre plateforme, en donnant des conseils, en encadrant, en orientant. Exactement. On espère justement le faire directement en présentiel. En présentiel. Le distanciel c'est bien, le présentiel c'est encore mieux. Et au fait, nous voulons, avec l'arrivée du vaccin. Voilà, nous voulons vraiment avoir un impact positif sur les chercheurs d'emploi et leur donner au-delà d'un espoir des outils. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle, Lila Eitamlet, vous êtes directrice des opérations au niveau de Emploitique. Merci beaucoup d'être venue nous parler de cette constatation, de cette enquête que vous avez menée. Voilà. Quant à nous, on est arrivé à la fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Merci à toute l'équipe. Et puis rendez-vous demain à partir de la station d'Oran. Iman Mahrougara sera là pour vous servir. Et puis on continuera l'émission, bien sûr, à partir de vendredi avec nous, le Houda Bouzouga. Au revoir et bonne journée.